Patrick. Merci Patrick. Aujourd'hui, la laïcité, c'est tout, sauf la question du dualisme scolaire. Au risque de passer pour un belliciste attardé, moi je vais vous parler donc de cette question du dualisme scolaire. On a pu le constater ces dernières années, l'école publique s'est vue asséner des coups multiformes et répétés. Cette politique scolaire, sous prétexte de logique comptable, masquait un projet de désinstitutionnalisation. Pour justifier cette avalanche de mesures sans précédent, on a décrété que l'école publique était irrémédiablement malade. Ce diagnostic sommaire vise à discréditer et à invalider les principes fondateurs de l'école laïque. Il s'appuie autant sur des problèmes ou des dysfonctionnements démontrés ou supposés, voire provoqués. Certes, il n'est question ni d'occulter, ni de réduire les difficultés bien réelles qui traversent l'école. Cependant, l'école publique est malade de l'état de la société. Et plus malade, donc, de l'état de la société que cette dernière n'est malade de son école. L'école n'est pas davantage responsable des inégalités sociales ou des difficultés économiques du pays. La prétendue crise de l'école n'est pas son échec généralisé. Elle sert surtout d'alibi à une mutation du système éducatif par la concurrence et donc par le marché. À la clé, un transfert vers l'enseignement privé exhibé comme plus performant. Ce transfert tire parti des peurs et de l'angoisse des familles pour mettre en exergue des défaillances de l'État enseignant. L'État est accusé d'inefficacité au regard d'une vision exclusivement économique de l'éducation. L'instrumentalisation de déceptions occasionnées par le service public est relayée par les condamnations de réseaux qui dénoncent de concert la débâcle de l'école publique. Ce lent travail de déconstruction de l'œuvre des bâtisseurs de l'école laïque constitue un véritable projet de gouvernement autour d'une stratégie élaborée de longue date. La logique cléricale s'accommode et se nourrit aujourd'hui des dérives libérales et réciproquement. Cette ambiguïté expulse et camoufle la laïcité institutionnelle de la question scolaire. Ce tournant néolibéral vise à faire sauter des verrous, comme le proposait dès 1992 l'association Créateurs d'écoles, avec Darcos, Dominique Antoine, Maurice Quenet et bien d'autres. Ainsi, l'enseignement privé sous contrat, presque exclusivement professionnel, bénéficie des faveurs gouvernementales jamais égalées. Il n'a plus besoin de revendiquer et de monter directement au front. Il n'a qu'à se positionner en réceptacle des saignées qui n'ont rien de salvatrice. Saignées appliquées au nom de la rigueur à l'école laïque. Ont été concédés à l'enseignement catholique un plan banlieue pour financer le privé non plus a posteriori, mais désormais a priori pour mieux concurrencer le secteur public. Les accords Vatican-Kouchner pour octroyer l'appellation des grades à l'Église catholique. La loi Carle pour obliger les municipalités à payer la scolarité dans des écoles privées hors commune de résidence. Les jardins d'éveil confessionnels bien sûr, pour occuper un nouveau créneau. Des fondations catholiques pour défiscaliser illégalement les investissements d'écoles privées. Mais aussi une multiplication des financements facultatifs, voire illégaux des collectivités locales pour capter un besoin scolaire plus rapidement que l'école publique, car elle seule demeure soumise à des obligations d'intérêt général afférentes au service public. L'actuel secrétaire général de l'enseignement catholique, Éric Delabarre, ex-président de l'Appel, atteste que nous sommes bien au cœur de la laïcité, quand hier, il y condamne le Pax. Mais aujourd'hui, en recherche de légitimité avec la nouvelle majorité, il reste prudemment silencieux sur le mariage pour tous. Cependant, il réécrit en catimini des programmes d'éducation sexuelle pour l'enseignement catholique. N'a-t-il pas aussi affirmé, après le discours de Latran de 2007, que la laïcité positive n'était pas étrangère à l'enseignement catholique? Et aussi que la loi Carle de 2009, instituant un chèque éducation, n'était qu'un bon compromis à un instant T? N'est-il pas allé jusqu'à revendiquer en mars 2008 la contractualisation avec l'État des établissements publics pour éteindre, dit-il, définitivement les derniers brûlots de la guerre scolaire? Cette proposition porte atteinte à la liberté de l'enseignement public et vise à le privatiser. Le 23 janvier dernier, il jugeait impossible et non pertinent de rétablir 60 000 postes comme le proposait François Hollande, et pensait même qu'on pouvait probablement continuer à en supprimer, apportant ainsi un soutien explicite à Nicolas Sarkozy. Quelques semaines plus tard,
Sans vergogne, en s'investissant dans les législatives, il fixait ses exigences sur les 60 000 postes en menaçant cyniquement « personne n'a intérêt à rallumer la guerre scolaire ». Dans notre République laïque, le secrétaire général de l'enseignement catholique nommé par la conférence épiscopale n'a aucune légitimité pour négocier avec la puissance publique et obtenir une parité sans fondement légal avec l'enseignement public. Seuls les établissements privés sous contrat, un à un, sont institutionnellement reconnus, mais pas le réseau de l'enseignement catholique. Le dualisme scolaire est d'abord avant tout institutionnel et idéologique. Même si les motivations des familles sont minoritairement religieuses, la gestion et le financement de ce système impactent plus que jamais la laïcité. Pour flatter le parent client, on a individualisé le rapport à l'école afin d'organiser, au nom du libre choix, une concurrence redoublée de l'enseignement confessionnel pour participer au démantèlement du service public d'éducation. Même si dans l'immédiat, les menaces de démantèlement ont disparu, nombre de ces dispositions et pratiques subsistent. Elles sont autant de brèches qui dénaturent la laïcité et le service public. Certes, face à la statue de Jules Ferry, la confiance est revenue le 15 mai dernier. Le nouveau chef de l'État se voulait le garant de l'école publique, de la transmission des connaissances, de la solidarité républicaine. Mais cette confiance doit se traduire en actes comme le revendique notre colloque d'aujourd'hui. En effet, il convient ici et maintenant de concrétiser la mission que Jules Ferry assignait à l'école. Je cite, « L'égalité d'éducation n'est pas une utopie, c'est un principe. L'inégalité d'éducation est en effet un des résultats les plus criants et les plus fâcheux au point de vue social du hasard de la naissance. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits, non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle. Et l'égalité des droits est pourtant le fond même et l'essence de la démocratie. Ainsi, on doit passer d'un quinquennat où l'on promouvait l'individualisation du rapport à l'école au nom de la liberté de choix, liberté de l'entreprise au profit de l'enseignement confessionnel. Face à ça, il faut aujourd'hui un projet concret d'égalité en éducation pour tous les futurs citoyens. S'ensuivent aujourd'hui les propositions du ministre de l'Éducation nationale pour refonder l'école de la République en lui assignant la mise en place d'une morale laïque. Revendiquer une morale laïque, n'est-ce pas croire en l'éducation? Croire qu'en formant l'homme, on peut agir sur la société. Former le citoyen est constitutif de l'idée même de République. Ce lien consubstantiel fait de l'école une institution et non un service que la puissance publique ne peut déléguer au privé. Certes, l'école ne peut prétendre seule refonder la République, mais n'a pas disparu pour autant l'enjeu républicain de l'école. On peut abandonner la question des valeurs ni à ceux qui falsifient la laïcité, ni à ceux qui revendiquent une gestion entrepreneuriale de l'école. Tous deux s'attaquent aux principes fondamentaux de la République. Loin de s'éteindre, la guerre scolaire s'est encore aggravée avec la loi Carle. En effet, derrière ce dispositif se cache l'introduction subreptice et inédite en France d'un chèque éducation pour les écoles privées pour faire rimer éducation et consommation. Cette loi substitue au rapport institutionnel école commune, né des lois Ferry, une relation marchande usagée commune sur fond libéral. C'est une nouvelle étape vers la privatisation de l'école laïque. Elle constitue une menace prévisible pour l'existence des écoles des communes rurales et une fuite discriminatoire des écoles publiques de la banlieue vers des écoles confessionnelles du centre-ville. Nanterre paierait pour Neuilly. Les promoteurs de cette loi introduisent pour la première fois une corrélation entre liberté d'enseignement et obligation d'un financement public. Ils imposent aussi pour la première fois dans un dispositif législatif le concept de parité de traitement public et privé. Manipulation éhontée que nul n'oserait se hasarder à établir ailleurs que dans l'enseignement. La liberté d'aller et venir est tout aussi fondamentale que cette interprétation de la liberté de l'enseignement. Pour autant, la puissance publique n'a d'obligation que pour les transports en commun. L'usager qui, par convenance personnelle et intérêt particulier, choisit le taxi, a lui la décence citoyenne de ne pas revendiquer le financement public de sa course. Les écoles publiques ont des obligations afférentes à leur mission de service public. Égalité de toutes et tous devant l'accueil, mais aussi obligation de continuité,
de gratuité et de laïcité. Le financement des élèves publics hors commune sous conditions et accords a priori résulte de l'obligation constitutionnelle d'organiser le service public laïque d'éducation en tout lieu et non d'une quelconque liberté d'enseignement. Le privé, lui, revendique des subsides publics au nom de sa parité et récuse au nom de sa liberté les obligations correspondantes. Liberté et parité de l'enseignement ne sont ici que des concepts politiciens qui participent de fait au démantèlement du service public qui seul supporte toutes les contraintes. Notre Constitution ne reconnaît que l'égalité entre citoyens et non une quelconque parité entre groupes confessionnels ou non. Il est proprement abusif de mettre sur le même plan école publique et privée. Ces dernières s'inscrivent dans des logiques commerciales avec pour la plupart des finalités prosélytes revendiquées. Autant de caractéristiques pour le moins antinomiques avec une mission d'intérêt général. Le concept de parité entre enseignement public et privé n'est pas seulement contraire à la Constitution, il n'a en définitive aucun fondement juridique. Il instaure qui plus est un dualisme scolaire ruineux. Il le sera d'autant plus que d'autres groupes confessionnels ou linguistiques ou autres revendiqueront les mêmes privilèges. La ghettoisation sociale va s'aggraver et les communes rurales seront elles aussi pénalisées avec un risque inquiétant d'exode scolaire. Des classes et des écoles publiques entières peuvent être menacées de disparition. Ce faisant, la loi Carle sacrifie sur cet autel si éloigné des valeurs républicaines la justice sociale, la laïcité et le vivre ensemble de jeunes citoyens en devenir. Gambetta rappelait opportunément qu'il convenait, pour la question scolaire, de ne pas commettre deux erreurs. La première, estimer que la guerre scolaire est finie. La seconde, qu'elle se reproduirait dans les mêmes conditions. Dans cette laïcité disjonctive, l'émergence de questions pratiques posées par l'islam sert d'écran de fumée à la puissance publique oublieuse du communautarisme institutionnel de l'école catholique. En réintégrant la question scolaire, la laïcité perdrait là des soutiens conjoncturels et éphémères qui l'assimilent souvent à l'exclusion, voire au racisme. Semblable laïcité d'accommodement crée des confusions, des équivoques qui désagrègent l'égalité constitutionnelle entre citoyens et développe un entre-soi qui compromet le vivre ensemble et altère cette valeur fondatrice de la République. La question du dualisme scolaire institutionnalisé par la loi de Debré du 31 décembre 1959 constitue plus que jamais un enjeu idéologique. Enjeu idéologique pour ceux qui continuent de combattre non plus ouvertement la République, mais les institutions et les services publics qui l'incarnent, au premier rang desquels l'école, garante de la liberté de conscience des citoyens en devenir. Cette visibilité et cette reconnaissance sociale constituent une brèche dans la séparation institutionnelle. Même au regard de la loi de Debré, les réformes de l'enseignement s'imposent à tous les établissements scolaires sous contrat et non pas dans notre République à être négociées et validées collectivement par le secrétaire général de l'enseignement catholique nommé par la conférence épiscopale. Les évêques, la semaine dernière, à Lourdes, viennent de mettre en place un conseil épiscopal de l'enseignement catholique pour conforter la visibilité sociale de l'Église et sa reconnaissance institutionnelle dans le champ de l'éducation. Ainsi, la loi Debré permet de remarier ce que l'État a séparé, disait René Raymond, et l'on en revient donc au principe de la loi Fallou avec ce type de fonctionnement. L'enseignement catholique ne peut revendiquer, au nom d'un groupe religieux, un quota de postes et les répartir. C'est contraire à tous nos principes constitutionnels. Il y a comme une imposture à vouloir recruter massivement, bien au-delà d'une demande liée à la foi, alors que la pratique religieuse s'effondre. Ainsi, l'enseignement catholique commet une sorte de péché lucratif en forme de publicité mensongère, peu compatible avec une mission qui prétend s'inspirer des évangiles. L'école est depuis 30 ans le champ de bataille sournois de cette guerre silencieuse, sans réelle opposition politique. Guerre menée par alliance des cléricaux et des libéraux. La prétention illégitime de l'enseignement catholique à incarner le service public au nom de sa liberté d'entreprise et malgré son allégeance confessionnelle conduit l'État, d'étape en étape, à sacrifier l'école publique et laïque dont il a constitutionnellement la charge pour déployer une stratégie libérale au long cours. Financer et ériger la concurrence en principe, invalider les valeurs fondatrices, gérer l'école comme une entreprise, revient à privatiser le service public d'éducation. Certes, on ne saurait réduire la laïcité à celle de l'école, mais l'en exclure est un piège.
Pire, un reniement au regard de nos principes républicains. En restant aujourd'hui muette sur le dualisme scolaire institué par la loi Debré, la gauche qui aujourd'hui accède au pouvoir ne doit pas oublier que la République n'a d'obligation que vis-à-vis du service public laïque d'éducation. Cette loi de 1959, en conférant à des établissements privés confessionnels à caractère propre le statut d'établissement public, a institué un double amalgame, public et privé, laïque et confessionnel. Il est temps aujourd'hui de sortir de l'équivoque pour rappeler que la laïcité est d'abord un principe constitutionnel. Nous, militants de la laïcité, considérant l'instituteur et l'institutrice supérieurs au curé et au pasteur, non pas en tant que femmes et en tant qu'hommes, mais par leur mission parce qu'ils accueillent dans la même communion civile du vivre ensemble tous les jeunes, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la religion ou non des familles. Nous considérons l'instituteur et l'institutrice supérieurs au curé et au pasteur parce qu'ils assurent et garantissent la liberté de conscience des futurs citoyens et ne se servent pas du label de liberté pour inculquer dans l'éducation l'idéologie d'un groupe particulier pour créer une fracture dans l'unité nationale. Nous considérons l'instituteur et l'institutrice supérieurs au curé et au pasteur parce qu'ils revendiquent l'égalité en éducation de toutes et tous au nom de la laïcité. À vous, militants de la laïcité, merci.